Vous écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. En réalité, nous sommes des fantômes et... Vos histoires ne m'intéressent pas. Parce que je la respecte plus, celle morte que vous tous vivants. Fleur de Cactus est un podcast qui parle de la mort, mais aussi de la vie. La vie et la mort ne va pas l'un sans l'autre, la valeur de la vie n'existant qu'à travers sa finitude. Comment l'acceptation de la mort pourrait nous permettre de mieux appréhender notre vie et plus précisément de transformer la façon dont on vit, dont on aime et dont on décide. Je suis Susanna Darcambel, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. C'est une bonne question. Moi, je pourrais me définir. Ouais, passeuse d'âme, et encore, j'aime pas trop ce terme. Amandine a 35 ans, elle a évolué pendant quelques années dans l'univers musical en même temps qu'elle travaillait dans les pompes funèbres. Depuis 7 ans, elle travaille en tant que médium, même si ce terme ne lui convient pas car elle n'aime pas non plus la connotation qui s'en dégage et elle préfère expliquer son travail à celui ou celle qui saura tendre l'oreille plutôt que de le placer sous une étiquette parfois réductrice. Et c'est vrai qu'Amandine diffère en tout point de Madame Irma et de sa boule de cristal. Elle a plutôt une personnalité pétillante, lumineuse et d'humeur très joyeuse. Au départ, je commence à me présenter, pas forcément sous le nom de médium, parce que ça peut faire peur. Je dis que je suis quelqu'un qui accompagne en fait les chemins de vie et qui accompagne les personnes pendant les deuils en fait. J'ai rencontré Amandine suite à une séance avec elle il y a quelques années. Et c'était bien la première fois d'ailleurs que j'allais voir une médium. J'y étais allée par curiosité car une amie m'en avait dit beaucoup de bien et ce monde de l'invisible m'avait toujours un peu happée malgré moi. Ma première rencontre avec ce monde-là, celui des esprits, des intuitions inexplicables, remonte à la veille de mon accident de voiture, dont je vous ai parlé au premier chapitre. La veille de mon accident, j'ai eu une prémonition, comme on dit. Je rêvais que j'avais un accident de voiture et que je passais à travers le pare-brise. Le lendemain, le jour où j'ai vraiment vu la voiture qui fonçait sur nous, je me suis accrochée de toutes mes forces à la portière pour ne pas être projetée hors de la voiture contre le pare-brise, car je n'étais pas attachée malheureusement. Et je suis persuadée que ce rêve m'a sauvée. J'ai commencé par travailler dans les pompes funèbres à la base. Bizarrement, rien ne m'amenait par là. Et je pense que j'y ai été conduit. Et en fait, tout simplement, au cours de cérémonies, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui se passaient autour de moi qui étaient assez étranges. Et je percevais des choses, des êtres, je comprenais pas tout en fait. Et c'est là où tout est arrivé. Et ça arrivait très très vite en fait, ça a été très compliqué pour moi. Parce que j'étais quelqu'un qui ne croyait pas du tout à tout ça. Mais vraiment à rien du tout. J'étais plutôt cartésienne, on va dire. Et en fait, au fil du temps, j'en ai parlé quand même à mon mari, parce que sinon, j'avais l'impression de devenir un peu folle, j'avoue. Un soir, ma fille m'a dit « Oh, toi aussi, tu vois les gens comme moi ». Et là, ça a été surprenant. Donc, j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose derrière. Et en suivant, je suis allée à beaucoup de conférences pour comprendre ce qui se passait, parce qu'il ne faut pas tomber dans la folie non plus. C'est ça qui est important. Et j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont cru aussi autour de moi. Et après, je me suis orientée, je suis allée voir des médiums, alors que j'avais dit que j'en verrais jamais. Et puis, eux m'ont dit « Ah, vous êtes comme moi. » Oui, c'est ça. Et voilà, en fait, au fur et à mesure, j'ai été amenée comme ça, petit à petit. Ça a pris même plusieurs années avant que je comprenne. Et puis aussi comprendre que ma fille avait aussi des capacités, en fait. Alors, mon mari... il m'a cru tout de suite, en fait. Tout de suite, il m'a dit « Ah, mais c'est génial !» Alors, même lui était plus près que moi, je crois. Ma famille, après, ça a été un peu plus compliqué parce que vraiment, personne ne parlait de ces choses-là, en fait, à la maison. Mais on m'a quand même cru assez facilement. Enfin, à partir du moment où j'ai donné des informations qui se sont avérées vraies en suivant, voilà. Là, on a fini par me croire. Mais mes amis, j'en ai pas parlé tout de suite. J'ai attendu un petit peu quand même. Mais en fait, c'est plutôt des... je raconte un peu ça comme des histoires parce que je veux pas effrayer les gens non plus. On peut pas en parler à tout le monde. Je sais quand la porte commence à s'ouvrir et quand c'est possible. Et je me définis, en fait, je perçois quelque chose de l'ordre de l'invisible. Et ça peut être vraiment très varié. Ça peut être des personnes qui ne sont plus là. Et souvent, c'est comme ça que je ressens les choses. Je peux ressentir
la grand-mère de quelqu'un qui est en face de moi, qui est parti. Donc généralement, je le dis pas tout de suite parce que ça peut faire peur. Et ça peut vraiment arriver à n'importe quel moment, sur n'importe quel lieu. Et même chez le coiffeur, chez le dentiste, enfin, voilà, ça peut être assez compliqué. Et au fur et à mesure, j'ai appris à pouvoir délivrer certains messages parce qu'on peut pas... parfois, il faut garder pour nous, quoi, parce que ça peut effrayer, comme moi, ça m'a effrayé au tout début, quoi. En fait, c'est venu petit à petit, quoi. C'est pas du jour au lendemain, tiens, bonjour, j'ai un don. Je pense que c'est vraiment les pompes funèbres qui m'ont vraiment amené à ça, puisque j'étais en contact avec la mort tout le temps. Et j'avais cette sensation d'accompagner... en plus du corps, j'accompagnais l'âme, quoi, de la personne. Et je pense que c'est comme ça que tout a démarré. Et au fur et à mesure où j'ai dû prendre confiance en moi aussi, parce que c'est pas palpable. Donc c'est difficile de se dire, est-ce que c'est ma tête ? Est-ce que c'est réel ? Même si parfois ça n'a pas lieu d'être réel. Enfin, c'est assez compliqué, en fait. Et voilà comment tout ça est venu. Et puis après, c'est au fur et à mesure du temps, avec les amis, quand je sentais des événements arriver. Enfin voilà, c'est un peu... malgré tout, ça se travaille quand même, quoi. C'est ça. Alors, j'ai arrêté les pompes funèbres parce que c'était trop dur pour moi. Parce que je recevais vraiment beaucoup de messages, parce que le défunt, au moment où il part, c'est vraiment là où il a le plus d'informations à donner, on va dire. Et je pouvais pas délivrer ça, parce que les gens étaient au même moment dans le deuil, c'était impossible pour moi de faire ça. Donc ça me prenait beaucoup trop d'énergie, j'étais vraiment très très fatiguée, et je pleurais beaucoup d'ailleurs quand je rentrais, parce que j'avais cette sensation d'être missionnée de quelque chose que je pouvais pas aller au bout, en fait. Donc ça, c'était dur. J'ai essayé de faire des espèces de petites consultations aux gens que je connaissais déjà, tirer les cartes, voilà, un petit peu m'imprégner de ce monde-là, regarder beaucoup de vidéos et aller à beaucoup de conférences. Et ensuite, j'ai reçu quelqu'un... lambda, là, comme ça, qui est venu et qui a voulu en fait rémunérer ce moment. Et moi, je me suis dit, non, en fait, la légitimité, elle est où ? Et cette personne m'a dit, vous avez un grand don, il faut l'utiliser et vous allez faire du bien aux gens. Et je sais pas, j'ai dû avoir un déclic et mon mari m'a dit, mais vas-y, fonce, t'es différente, t'es encore mieux depuis que tu commences à faire ça. Et voilà, et en fait, j'ai commencé petit à petit à me faire une petite pièce et recevoir les gens, voilà. C'était un petit peu comme ça, et après ça a pris de l'ampleur. Et c'est vrai que c'était un peu aussi compliqué de mettre ça en place, parce que c'était pas bonjour, je vais devenir pâtissière, quoi. C'était pas du tout... donc c'était un peu plus compliqué, et il a fallu faire tout ce qui est administratif. Et ensuite, au fur et à mesure, je me suis installée, et voilà. Et tout est venu... Et ça a beaucoup fonctionné par le bouche à oreille. C'est ça qui a fonctionné le plus, finalement. Le site, c'est un support... mais c'est pas ça qui fonctionne le plus. Je pense qu'il n'y a pas réellement besoin de la publicité, on va dire, elle se fait des gens qui sont satisfaits ou non, quoi. Tu parles beaucoup de perceptions différentes. Tu les vois, tu peux parler avec eux, tu sens même des odeurs. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe cette communication ? Comment tu les perçois ? En fait, ça peut être sous plusieurs formes. Généralement, c'est un peu... une sensation qui arrive vraiment dans mon corps, comme si on m'envoyait des images, un peu comme une pensée, comme si on pouvait être dans un rêve, quelque part comme ça, mais je sais faire la différence maintenant. Ça arrive vraiment très fort selon la personne de l'autre côté, hein, parce qu'ils ont tous des niveaux aussi différents. Et ça peut se ressentir physiquement, je peux voir comme un humain... tel qu'il est, sous forme d'ombre, d'hologramme aussi, ça arrive. Et parfois, j'ai juste cette sensation de ressentir une âme. J'ai pas forcément besoin de savoir si c'est masculin, féminin. Et après, au fur et à mesure, entre l'âme et mon âme à moi, on va tisser des liens. Et voilà, je vais ressentir des choses physiques, souvent. Ça peut aller loin, parce qu'il y en a qui essayent d'imprégner, donc c'est assez particulier. Et voilà, c'est souvent comme ça dans les lieux, quand j'arrive dans les lieux, où je ressens des choses, parce que les lieux ont aussi de la vie et de la mort, malgré tout. Oui, ça peut être vraiment... Mais en fait, ça peut être comme quelque chose du quotidien. Quand tu sens une odeur qui te plaît, ça va t'éveiller peut-être un souvenir. Ça peut être une douleur, parce que c'est pas toujours très agréable. On peut ressentir vraiment, même qu'on nous touche, C'est assez particulier. Il y a vraiment... Oui, tous les sens sont vraiment tous développés. C'est assez... C'est dur à définir, mais c'est assez incroyable aussi. Et parfois, ça peut faire extrêmement de bien. Et parfois, ça peut être très effrayant. Même encore. Ouais, c'est ce que je veux dire, même encore. Ouais, même encore aujourd'hui. La nuit, surtout.
C'est là où c'est le pire. Eh bien, justement, comment tu fais pour gérer au quotidien ces rencontres fortuites avec l'au-delà? Quand je dis l'au-delà, donc avec les esprits. Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, ça peut t'arriver à n'importe quel moment. Alors, j'essaye de trouver l'équilibre. Alors, c'est pas toujours simple, mais en fait, il faut juste... Maintenant, j'ai compris ça. Il y a là-haut, il y a l'invisible, il y a nous. On va dire qu'ils ont autant besoin de nous que nous, on a besoin d'eux. Donc, ça fonctionne comme ça. C'est à moi de fermer, si j'ai envie de fermer. Surtout la nuit, je peux être très souvent dérangée parce que pour eux, c'est là où je relâche le plus, donc la porte est ouverte, donc salut, c'est nous. Et puis ils viennent pas tout seuls, généralement ils sont plusieurs. Et c'est à moi de dire, là c'est pas possible, là j'ai besoin de renouveler mon énergie, tu attendras demain, même si pour eux il n'y a pas d'espace-temps. Mais parfois c'est trop fort. Parfois c'est trop fort et ça peut pas être contrôlé en fait. Ça c'est un peu plus difficile à gérer au quotidien. Et la journée... Bizarrement, je trouve qu'on a plus de facilité à fermer la journée parce qu'on est sur une activité quotidienne, on fait des choses, que le soir, c'est là où on lâche, quoi. Donc, c'est là où c'est plus compliqué. Puis pour eux, ça y est, il y a quelqu'un qui peut enfin interagir avec eux. Donc, je suis là, c'est maintenant. Oui, mais non, maintenant, j'ai aussi une vie terrestre. Ça, c'est compliqué aussi pour eux comme pour nous, finalement. Il y a quelque chose qui m'a toujours interpellée. Dans les religions monothéistes, on a une vision de la vie après la mort qui est très segmentée. On a l'enfer, le paradis, le purgatoire. Et donc, comment c'est possible alors de voir des esprits ici bas? Est-ce que ton don t'a donné une autre vision de ce qu'est la vie après la mort? Je pense qu'il y a des paliers. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle le bas astral et le haut astral. Il y a des bons endroits et des mauvais endroits, ça c'est sûr. Maintenant, c'est un peu difficile toujours à définir. C'est selon l'âme, ce qu'elle a vécu. Enfin voilà, il y a plein de choses, mais j'ai eu des expériences très bonnes, très agréables, où j'ai pu aller toucher des mondes que je pensais même pas pouvoir même expliquer là aujourd'hui, où c'était vraiment un état de bien-être incroyable parce qu'ils peuvent envoyer tellement d'amour, dur à décrire pour la personne en face, mais et parfois il y a vraiment des très mauvaises choses. J'ai vu des choses vraiment pas belles et qui font très peur. Et parfois c'est dur aussi de redescendre sur terre, on va dire. Quand on est connecté à ça, redescendre peut être violent aussi. Très souvent, c'est plutôt agréable. En fait, c'est comme si je devais donner une image, ça ressemble à ce qu'on était en bas, en fait. Tout simplement, avec plus de légèreté, plus de lumière. Après, il y a des âmes qui sont coincées, on va dire, dans des endroits. Et c'est difficile. Après, quelqu'un qui va partir d'un accident de la route très violent et qui physiquement était abîmé, on va dire, son corps était abîmé, il est possible que la première fois qu'il se manifeste, il soit sous cet état-là, parce que lui n'est peut-être pas encore conscient qu'il est passé dans un autre monde. Donc ça faut s'accrocher parfois, parce que c'est pas très joli. Mais très souvent, on n'est pas en mode zombie, et voilà, c'est pas ça qu'on voit. Non. Je vais peut-être donner, même si c'est une anecdote, mais finalement qui reste globale, parce qu'il y a des choses qui se relient. Même si sur le plan terrestre, c'est ce qu'il y a de plus difficile, je trouve que les plus belles rencontres ont été les enfants qui sont partis. Parce que pour moi, c'est parce qu'en face, j'ai un parent qui est en deuil, donc c'est compliqué. Et eux comprennent très vite pourquoi ils sont partis. Et souvent, ils vont donner tellement d'amour. Et j'ai eu cette anecdote d'une petite fille qui était partie, qui en fait était née avec un fort handicap. Elle ne pouvait pas communiquer verbalement. Et donc sa maman là était venue, elle avait 14 ans je crois quand elle est partie du monde terrestre. Et sa maman était venue pour rentrer en communication, mais elle était encore vraiment très très fort dans le deuil. C'était pas acceptable pour elle, ce que je peux comprendre aussi. Et cette jeune fille est arrivée très belle, très lumineuse, debout, je vais préciser pourquoi. Et sa maman me dit elle va bien. Alors je dis oui, elle va très bien. Ça peut vous paraître étonnant, mais par contre, elle n'est pas du tout contente de quelque chose qu'il y a chez vous. Alors la maman dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit elle ne veut pas que vous gardiez son fauteuil parce qu'elle n'en a plus besoin. Et cette maman avait ce besoin en fait de se rattacher
là où était sa fille depuis toujours. Et elle s'en voulait parce que elle lui tenait la main au moment de son départ et à un moment, elle a fait tomber un mouchoir, cette maman, et elle a lâché la main de sa fille et c'est là où sa fille est partie, en fait. Et elle était dans la culpabilité, alors que la petite, elle a dit non, j'ai attendu ce moment-là. Merci de m'avoir accompagnée. Ils ont tellement d'amour à donner. Mais après, c'est toujours difficile parce qu'il y a ce moment de partage qu'on est en train de vivre à l'instant T. Mais après, il y a la redescente pour les parents parce que l'absence physique est toujours là, quoi. Mais c'était une belle rencontre. J'en ai fait plein avec les jeunes, souvent, les accidentés de la route jeunes qui sont partis très tôt. C'est comme si on installait une relation presque amicale avec eux. Après, ils me suivent pas toute la journée, toutes les années, mais du coup, ça, j'ai trouvé que c'était une des belles rencontres. Il y en a eu plein, mais celle-ci était chouette. Ils adorent parler de leurs obsèques. Je sais pas pourquoi ça les fascine. C'est peut-être le dernier moment, en fait. Et pour eux, ça, c'est très important. Les petites mamies, elles adorent parler de ça. C'est vrai. J'étais pas bien coiffée, mais c'était quoi tous ces gens qui sont venus alors qu'ils ne m'ont jamais appelée. Enfin, voilà. C'est plein d'humour, en fait. Il y a beaucoup d'humour aussi. Et arrête de pleurer. Souvent, ils disent ça. Arrête de pleurer, je vais bien. Et pour eux, c'est compliqué aussi de faire comprendre que maintenant, ils ont compris pourquoi ils sont partis. Et c'est ça qui est le plus difficile à accepter. Je le comprends encore, mais ils sont très drôles. Ils ont plein d'émotions, en fait. Mélangées. En une séance, ça peut être plein d'émotions mélangées. Et ils ont besoin d'exprimer. Parfois, il y en a même qui vont exprimer, mais sans parler. Et je vais ressentir la tristesse, parce qu'ils ont encore la tristesse parfois. Parce qu'ils captent la tristesse d'en bas. Si on devait quantifier sur des jours, on va dire les obsèques, c'est 3-4 jours. À partir du moment où ils sont partis, c'est très important pour eux. C'est comme s'ils devaient boucler leur valise un petit peu et dire voilà, ça va t'arriver. Ils peuvent pas communiquer tout ça, donc ils ont tellement de choses à vivre, entre guillemets. C'est un peu compliqué de dire vivre. Mais ils doivent gérer cet espace-temps en bas et en même temps ce qu'ils sont en train d'apprendre de l'autre côté, cette libération du corps et tout. Donc c'est assez... c'est partagé, je pense, pour eux. Tout va vite, à mon avis. Et tout dépend de... Mais ils adorent parler de leurs obsèques. Ce qu'ils aiment faire, souvent, quand il y a un contact défunt, c'est de donner des petits détails que, par exemple, cette personne-là avait mis dans sa poche... un petit mouchoir. Ça, c'est des choses qu'ils adorent parce que ils se disent peut-être, même sûrement, là, c'est bon, tu me crois, c'est bien moi. Et souvent, les gens sont assez... Ah oui, ça, effectivement, cette musique-là, comment je pouvais savoir? Et souvent, quand ils veulent me donner une musique, par exemple, ils m'envoient l'air de la musique. Et ça, c'est assez drôle. Je les connais pas toutes, mais ils ont ce besoin-là, je pense, au niveau des obsèques, de faire un petit peu leur nettoyage aussi. Et c'est important, ils sont très présents sur le lieu, ça c'est sûr et certain, parce que combien de fois j'ai des réflexions sur comment ils ont été embellis ou pas, si ça les ressemblait. Alors ça les chagrine beaucoup. Mais une fois qu'ils en ont parlé, ça va être quelqu'un qui toute sa vie a porté des lunettes. Et pourquoi on lui a pas mis ses lunettes pour partir? Enfin, pour la personne, c'est pas possible. Voilà, parce que c'est une identité, il faut qu'on garde le bon souvenir aussi des gens. Donc, c'est ce qu'ils essayent de retranscrire au maximum. Donc moi, je pense que oui, ils ont besoin d'être là pendant les obsèques, c'est très important. Par contre, ce qui ressort souvent, c'est qu'ils sont quand même souvent satisfaits. C'est un peu, s'ils devaient me donner une image, c'est un peu comme si on avait préparé un mariage pour eux, où vraiment on a ressorti les meilleurs souvenirs, même si c'est douloureux, la musique qu'ils préféraient, la photo où il était le plus beau, où elle était la plus belle. Et ça les touche beaucoup. Et souvent, ils sont très étonnés aussi du nombre de personnes qui... Je pensais pas que j'étais aimée autant. Ça, souvent, je l'ai... merci pour ce que tu m'as dit. Enfin, ils sont surpris comme... finalement, on pense qu'on sera pas là ce jour-là, mais on est tous là, finalement. Et je pense que c'est ça qui... Ils sont très touchés par ça. Et après, il y en a qui sont en colère parce qu'on n'a pas respecté ce qu'ils voulaient. Donc ça, c'est pas cool. Et parce qu'il y en a qui ont besoin, sur le plan terrestre, de se rattacher à... Il faut absolument, encore dans ces protocoles, mettre des fleurs. Et il y en a qui veulent pas ça. Et ça, c'est dur pour eux parce qu'ils sont en colère, finalement, parce qu'on n'a pas respecté. Même si ça avait été dit, ils font qu'à leur tête, ceux d'en bas. Et voilà, ça, ils sont pas contents. Mais souvent, dans l'ensemble, je trouve que ils sont...
comme si tu es touché, ému par cet hommage qu'on leur a rendu. Souvent, c'est comme ça que ça se manifeste. Est-ce qu'ils accordent une importance aux prières ? Oui. Tout dépend aussi des religions, parce que selon leur mode de croyance en bas, ça continue. Après, il y a des choses qui s'effacent aussi, mais souvent, il y a les défunts qui disent « Merci, j'entends tes pensées. Merci, j'entends tes prières. » Ça peut être matériel. T'as allumé une bougie. Pour eux, on n'a pas besoin de faire des méga prières, en fait. C'est juste des petites pensées, des attentions. Souvent, c'est « M'oublie pas », quoi. Juste ça. Fais ta vie, avance, parce que t'en as besoin. Maintenant, c'est sans moi physiquement, mais pense quand même à moi. Ça peut être des petites photos, des petites bougies. Ça peut être juste la fleur que la personne aimait posée dans un vase sur la table du salon. Enfin voilà, et ça, ils aiment énormément, quoi. Mais mes défunts à moi, par exemple, les miens, ceux de ma famille, c'est très dur. Je ne peux pas aller les contacter. Ah ouais. C'est plus compliqué. Alors, je sais pas si c'est fait exprès avec moi ou pas, parce qu'il y en a qui arrivent. Moi, c'est très difficile. J'ai le sentiment que c'est peut-être pour ne pas en abuser. Sinon, je demanderais à mamie tout le temps ou à papy « Est-ce que tu peux m'aider ? Est-ce que tu peux m'aider ?» Parce qu'il faut savoir que même si on leur demande, ils exécutent pas tout ce qu'on veut. Et c'est pas eux qui décident la plupart du temps en plus. Donc, J'ai la conviction que nos émotions influencent beaucoup les lieux qu'on habite. On incarne vraiment un lieu, on y met de l'émotion, du sentiment. Et je pense que ça participe beaucoup au fait que quand les gens viennent chez toi, ils se sentent bien ou ils se sentent mal à l'aise. Est-ce que ces impressions imprimées sur les murs peuvent traverser les années, voire les siècles ? C'est peut-être une question un peu bête, mais quand on visite une vieille maison, par exemple, on a des sensations parfois de malaise. Est-ce que c'est forcément lié à la présence d'esprit ou plutôt d'anciennes énergies liées à des mauvaises pensées, par exemple, ou des comportements violents ? En fait, ça peut être les deux. Parce que, à mon sens, les murs vivent. C'est-à-dire que ça peut être la matière vit aussi. Donc ça peut être une pierre qui a été posée sur un mur, qui a été posée par quelqu'un, par exemple. Il y a une histoire, il y a une émotion. Pour moi, c'est pas que des esprits. On est parfois pas bien dans le lieu. Aussi parce qu'on nous guide pour... Salut. Voilà. Aussi qu'on nous guide. Là, t'avais un petit signe, je pense, léger. Salut. Voilà, ça c'était... Non, attends, hop, on va se remettre dedans. Pour expliquer aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, en fait, la lumière venait juste de clignoter à ce moment-là. On nous guide pour nous dire mais si tu te sens pas bien. Des fois, ça sert à rien de chercher pourquoi. On se sent pas bien, on te dit là-haut. Voilà, tu l'entends peut-être pas, mais... Après, oui, les émotions, forcément... On a des histoires de vie terrestres qui sont là. Je vais aller dans quelque chose de peut-être un peu trash, mais s'il y a eu un drame, s'il y a eu... ça forcément, les lieux sont aussi imprégnés. Donc, mais pas forcément de décès. Ça peut être, je sais pas moi, un couple qui a vraiment été très violent l'un avec l'autre. Et quand on arrive, il y a cette énergie, il y a cette histoire-là qui est imprégnée malgré tout. Après, quand on arrive, si... là-haut, ils décident que c'est le bon endroit, et t'en feras quelque chose de bien. Alors, la déco, certes, mais aussi parce que ton âme doit être à ce lieu-là, à ce moment-là, et c'est comme ça que ça s'accorde ou non, quoi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui restent pas très longtemps dans les maisons aussi. Que viennent chercher les personnes qui font appel à tes services ? Alors, très souvent, c'est le contact au défunt, c'est-à-dire venir chercher la connexion avec un être cher qui est parti. Il y en a qui viennent pour savoir si leur métier, ça va bien se passer, s'ils vont avoir une belle maison, ils vont se marier, ils vont avoir un bébé. Enfin voilà, on est de l'ordre de la voyance malgré tout. Et puis après, il y en a, c'est parce que ils vont être aussi dans une période de leur vie, à un tournant, ils savent plus, ils sont perdus. Donc moi, je suis aussi là pour les guider sur le bon chemin de vie. Après, je suis pas là pour leur dire ce qu'ils ont à faire. Je les oriente, ils ont le libre arbitre. Mais ils ont parfois besoin d'entendre finalement... Il y a plein de gens qui ressortent et qui disent « Ah ouais, au fond, je le savais. » Voilà, c'est un petit peu... je suis je sais pas comment expliquer, quelqu'un qui met sur le bon chemin ou non. Et voilà, c'est un peu plutôt du chemin de vie de plus en plus. Je trouve que les gens, ils viennent pour ça. Puis après, tout peut être mélangé. Ils peuvent venir pour juste savoir si cette maison-là leur correspond. Puis finalement, il y a papy qui débarque. Et voilà, c'est un petit peu comme ça. Mais et puis il y en a, ils viennent, ils savent pas. On m'a dit que vous étiez bien, on m'a dit que c'était impressionnant,
que c'était agréable comme expérience. J'ai envie de vivre ça. Voilà, il y a les curieux, il y a ceux qui viennent juger. Enfin voilà, il y a tellement plein de demandes différentes. Il y a des enfants qui viennent, enfin des ados souvent. Enfin voilà, c'est vraiment plein de demandes différentes. Mais très souvent, on va dire que c'est contact défunt et chemin de vie. Voilà, c'est plus ça, je pense. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule une session de guidance, de médiumnité ? Alors, tout dépend. Alors, soit la personne est présente physiquement, se présente dans ma pièce, on va dire ça comme ça. À la base, au préalable, je demande quand même d'envoyer des photos, soit des personnes défuntes, soit d'eux-mêmes s'ils ne sont pas là physiquement, ou des gens auxquels ils pensent. Voilà, et ils me font parvenir des photos souvent par mail parce que je trouve que c'est important de garder la photo papier pour eux, parce qu'on ne sait jamais, ça peut se perdre. Et ensuite, le jour de la connexion, voilà, je ne demande pas de détails à l'avance parce que ça peut aussi influencer. Parce que dans la médiumnité, il faut faire attention au mental. Ça, c'est hyper important. Et du coup, au moment venu, je dis à la personne, voilà, je vais me connecter à ce que j'appelle les guides. Donc, ce sont des énergies qui sont là pour vous accompagner sur votre chemin de vie. Moi, je suis le messager, je délivre le courrier, qu'il soit bon ou mauvais, je l'ouvre pour vous. Voilà, c'est un petit peu comme ça que j'amène les choses. Et je préviens tout de suite qu'il y aura sûrement très peu de filtres et que je suis pas là pour leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Et ça, c'est essentiel. Sinon, il faut qu'ils aillent voir quelqu'un d'autre parce que je suis pas là pour ça. Et puis après, ça se déroule. Je me laisse guider, en fait, par ce qui vient. J'écris beaucoup pendant les séances parce que comme ça, je laisse une trace écrite pour les gens. Et ça, j'ai remarqué que ça leur plaît vraiment beaucoup parce qu'ils peuvent le relire quand ils veulent. Surtout quand il y a un contact défunt. Du coup, j'écris les paroles de ce que je ressens. Et voilà, je demande à la personne de lâcher au maximum prise, de elle ne pas prendre de notes parce que justement elle doit être bien présente et de pas trop retenir ses émotions, même si on se connaît pas, parce que c'est son moment à elle, quoi. Et si elle peut lâcher, c'est le moment, quoi. Voilà, c'est un peu comme ça dure environ 1 heure et demie, à peu près. Est-ce que le fait de côtoyer la mort, finalement, est-ce que ce don t'a permis d'étayer une certaine philosophie de vie ? Carrément. Comment te dire ? J'étais la Amandine avant et celle de maintenant. Ça a complètement changé ma vision de la vie. C'est comme si j'avais pris conscience de ce qu'est la vie. Donc avec aussi la durée de la vie. J'ai compris qu'on n'était pas éternel, même s'il y a autre chose derrière, qu'il faut profiter, mais intelligemment. Ça sert à rien d'aller dans les excès. Et oui, ça a changé... Je pense qu'on devient un peu moins matérialiste. On en a besoin parce que sur le plan terrestre, t'en as besoin. Mais tu t'accroches. Je donne toujours cet exemple-là, mais avant, j'étais quelqu'un qui m'abrutissait de télé-réalité et maintenant, je vais être pieds nus dans l'herbe et cheveux au vent et mon Dieu, c'est génial, quoi, je suis vivante. Donc, il y a un sacré écart. Je regarde encore certaines émissions, parce que j'en ai besoin parfois, c'est drôle. Mais voilà, je pense que ça a changé ma vision de la vie et comment éduquer aussi mes enfants. Ça, c'est quelques années en arrière, j'aurais jamais éduqué mes enfants comme je le fais là maintenant, avec toutes ces valeurs de la vie qui vont avec, quoi. Quelques années en arrière, il fallait absolument que même juste aller sortir pour chercher mon pain, il fallait que je sois apprêtée parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un me regarde, me juge. Et maintenant, je le fais pour moi en fait et pas pour les autres. Et ça, c'est hyper agréable. Je suis peut-être pas super bien maquillée, voilà, mais on s'en fout parce qu'en fait, j'y vais pour quelque chose qui me fait plaisir, qui va faire plaisir à mon entourage. Voilà, ça, c'est des choses qui ont vraiment changé. Et au niveau de l'éducation de mes enfants, leur apporter vraiment des vraies valeurs. On n'a pas besoin énormément de matériel pour être heureux. Et c'est d'être ensemble, de partager des moments de vie, de créer des souvenirs. Ça, pour moi, c'est bête, mais c'est ce à quoi je pensais pas avant, quoi, en fait. Donc ça a changé vraiment ma vision de la vie, quoi. Maintenant, je me sens vivante à travers ma connexion avec la mort, finalement. Mais bon. Alors, étonnamment, j'ai parfois encore peur de la mort. C'est ça qui est assez étrange parce que je pense que toutes ces années, j'ai été formatée à quelque chose. Je sais qu'il y a quelque chose derrière, je le vis au quotidien, donc je le sais. Mais j'ai presque pas envie de préparer, en fait, parce que je me dis, de toute manière, ça peut arriver à n'importe quel moment. Alors profite et puis tu verras. Sur le plan matériel, il faut quand même
Organiser des choses, ça fait pas mourir. Puis ayant travaillé dans les pompes funèbres, je le sais. C'est juste peut-être pour soulager tout ce côté administratif pour tes enfants, ta famille. Voilà, c'est uniquement ça. Après, peut-être certaines volontés au niveau effectivement des obsèques. Mais le reste, je pense que les gens qui m'aiment savent comment je suis. Donc ça, je m'inquiète pas trop de ça. Mais oui, ça a changé ma vision d'appréhender la vie, quoi, finalement. Mais ça peut faire pleurer aussi parce que tu te rends compte que t'es pas grand-chose finalement, mais que t'as tellement plein de choses à faire en très peu de temps. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je vois. On n'est pas grand-chose, mais c'est cool quand même d'être là, quoi. Avec mes enfants, déjà, je parle de la mort. Ça, c'est hyper important parce que j'ai pas envie de faire croire à mes enfants que je serai toujours là physiquement. Je serai toujours là ailleurs. Et ça, c'est des choses que je leur enseigne déjà, on va dire enseigner, parce que finalement, je leur apprends. C'est un peu l'école de la vie, là. Je suis là pour leur montrer ça. C'est hyper important, quoi, pour moi. Surtout quand t'as un enfant qui a des perceptions lui-même. Donc c'est aussi compliqué parce que lui faire comprendre qu'on ne peut pas en parler comme ça, même si elle, en l'occurrence, elle capte des choses, il faut aussi qu'elle ait sa vie terrestre. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais je pense que j'ai été là depuis... Il y a eu des décès de nos proches, hein, et je pense que j'ai été... une bonne accompagnatrice pour elle, pour qu'elle comprenne. Voilà, la personne n'a pas disparu, tu pourras... Parce que souvent, elle me demande quand est-ce qu'il va revenir. Et là, on peut pas. Elle me dit, est-ce que toi, avec tes pouvoirs, parce qu'elle dit que c'est des pouvoirs, moi je trouve pas, mais est-ce que tu peux faire revenir ? Je lui dis, non, je peux pas faire revenir. Je peux communiquer, mais... Et ça la perturbe parce qu'elle voudrait, elle, pouvoir faire revenir les gens. Et ça c'est pas possible. Donc, je sais pas si je m'égare, mais en tout cas, voilà, c'est leur parler de la mort, ouais, c'est aussi leur faire prendre conscience que la vie, elle est précieuse, quoi. Pour moi, c'est hyper important. Il y a quelque chose que je fais tout le temps avec eux et que je faisais pas avant. Mais tous les soirs, on se dit qu'on s'aime. Tous les soirs, on dit merci la vie. Parce que, voilà, même si c'était pas une journée super, c'est pas grave. On exprime le dialogue. Ça m'a permis aussi de vraiment exprimer. Ça va pas, tu le dis, et tant pis si ça crie à ce moment-là, et si ça va, dis-le aussi, parce que c'est pas forcément évident. Exprimer les sentiments aussi. Nos enfants, c'est hyper important qu'ils soient au courant qu'on les aime, mais c'est pas juste des actes ou que des paroles, c'est les deux mélangés. Et tout ça m'a vraiment permis d'évoluer comme ça pour eux et leur apporter des valeurs de vie, et j'espère qu'ils les transmettront aussi, quoi. Ça serait cool. C'est vrai que le regard des autres, il est compliqué parce que moi-même, il y a quelques années en arrière, j'étais dans cette dynamique-là en me disant c'est quoi ? Ce sont des charlatans, c'est même pas la peine de... Oui, ils inventent, ils sont psychologues, ils regardent nos gestes. Voilà. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien quand c'est à distance parce qu'on ne voit pas toujours les gestes et les émotions physiques, on va dire. Et après, j'ai envie de dire... je me dis que si la personne vient, c'est qu'elle est un peu curieuse, donc c'est qu'elle y croit peut-être un petit peu. Donc voilà. Je laisse faire en fait la personne. Je dis pas aux gens, je suis là pour vous prouver que. Moi, je délivre mon message. T'y crois pas. Tu fais comme tu veux, quoi. Mais en tout cas, moi, je sais maintenant que ça existe. Voilà, c'est sûr et certain. Mais cette image-là, effectivement, je dois reconnaître qu'au quotidien, quand je me présente, je dis pas bonjour, je suis médium. C'est pas le premier truc que je dis. Ça va être sur des choses du quotidien. Emmener mon enfant à l'école, sur la fiche scolaire, je mets pas médium. Je mets thérapeute, par exemple. Voilà, ou activité libérale. Parce que je veux pas non plus entacher l'image de mes enfants. Même si pour moi, ça l'entache pas du tout. Mais voilà, ça peut être un frein, effectivement. Dans le quotidien, ça peut être un frein parce que les gens... c'est pas vraiment un métier. C'est un hobby. Voilà, c'est plus ça. Et encore aujourd'hui, il y en a qui pensent ça quand ils viennent me voir. Et ça a été un peu difficile, mais maintenant, je suis OK avec ça, moi. J'ai plus de soucis. Donc ça, c'est cool. Et là, il y a j'ai plein d'autres idées qui viennent, notamment accompagner les adolescents, parce que ça, avant, je refusais complètement. Parce qu'il y a plein de plus en plus la génération qui arrive, là, les enfants qui arrivent, les ados, ils perçoivent de plus en plus.
Et moi, j'étais bien contente quand quelqu'un m'a accompagnée, quoi. Donc, je me sens un petit peu investie par rapport aux enfants aussi. Comprendre aussi les animaux. Il y a plein de choses qui viennent. Et j'aimerais bien aussi peut-être, bizarrement, peut-être proposer mes services, je sais même pas si on peut dire ça comme ça, proposer mon aide même au sein d'une radio ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui me plairait bien aussi parce que je pense qu'on a aussi besoin de dynamisme et de modernité, parce que c'est pas juste la médium avec ses petites cartes dans sa petite pièce. Voilà, moi j'ai aussi besoin d'aller à l'encontre des gens et toucher aussi les plus âgés mais les plus jeunes aussi, pour leur faire comprendre qu'il y a autre chose derrière et ça peut peut-être permettre d'évoluer autrement, et peut-être mettre en lien aussi des soins par la musique, parce que la vibration, voilà, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et voilà, et je pense que comme pour toute branche de métier, on peut pas stagner, quoi. Et moi, j'ai envie d'évoluer et je pense que de toute façon, c'est ce qui est programmé. Je sais pas tout à l'avance, mais voilà, j'ai plein de projets en tête et je pense que ça peut être des chouettes aventures qui peuvent se présenter à moi. Je laisse aussi un peu la vie faire les choses, mais je me bouge aussi un peu parce qu'il faut. Il m'est apparu important d'inviter Amandine sur ce podcast pour vous faire connaître une autre vision de la vie après la mort et de mettre en avant un statut social très complexe à définir qui présente un double paradoxe dans notre société occidentale. Médium, sorcière, druidesse, cette activité si difficile à définir, ou ce don, je ne sais, moi-même je ne sais pas comment le définir. Ces activités ont été affublées au cours des siècles et des contextes socioculturels de bien de stéréotypes et même de stigmates très lourds à porter. Comme le raconte Mona Chollet dans son livre « Sorcière, la puissance invaincue des femmes », des dizaines de milliers de femmes ont été brûlées pour sorcellerie durant la Renaissance, des femmes vieilles ou encore veuves ou tout simplement célibataires, donc la plupart émancipées de l'influence d'un homme, et ayant des mœurs suspectes aux yeux de l'Église et de la communauté. La plupart de ces femmes étaient guérisseuses ou sages-femmes, et étaient donc dotées d'une connaissance accrue des plantes. Et leur magie, entre guillemets, est devenue hérésie fatale. Pourtant, la figure de la sorcière a toujours fait fantasmer dans la littérature ou dans le cinéma. Tout le monde connaît les romans de J.K. Rowling, l'auteure américaine de Harry Potter. Mais bien avant elle, des romanciers et romancières du monde entier n'ont cessé d'écrire des histoires de fées et de sorcières au pouvoir magique. Je pense au personnage de Morgane, guérisseuse et demi-sœur du roi Arthur, dans le conte de Merlin l'Enchanteur, qui date du XIIe siècle d'ailleurs, et il a été revisité plusieurs fois au cours des siècles. Dans le cinéma, dès les années 50, on rencontre quelques films mettant en scène des sorcières, mais c'est surtout Ma sorcière bien-aimée qui va populariser le personnage de la sorcière sympa, blonde, jolie et bonne épouse. Et il y a Charmed, l'histoire de ces 3 sœurs sorcières américaines qui vivent dans un superbe manoir à San Francisco. Ou encore la série Sabrina, très récente, série diffusée depuis peu sur Netflix, qui raconte l'histoire d'une lycéenne au pouvoir étrange. La figure de la sorcière devient même une figure féministe dans les années 60 aux États-Unis et tour à tour revisitée dans la culture populaire. En somme, l'étrange, l'inexplicable, a toujours fait peur et semble n'avoir sa place que dans les arts, dans un espace imaginaire et délimité qui nous fait fantasmer, mais dont on a besoin quand même comme un exutoire pour explorer des choses qui nous ont toujours fait rêver quelque part, mais que l'on n'accepte qu'à moitié dans la réalité. Cette peur de l'inconnu n'est pas sans rappeler cette peur que l'on nourrit vis-à-vis de la mort, mais que l'on vit par procuration à travers des films ou des romans. Je vous invite à commenter cet épisode dans Apple Podcasts. Vous pouvez aussi l'écouter sur Deezer et Spotify. En attendant, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode qui portera sur des points très concrets, comme préparer ses funérailles, un sujet que je vous promets d'aborder avec solennité certes, mais surtout avec fraîcheur et simplicité. À très bientôt sur Fleur de Cactus.